Bonjour Pierre, Bonjour. tu as une chaîne YouTube que je suis depuis très longtemps qui s'appelle PsychoQuack. Tu es psychologue toi-même et tu as sorti un livre il y a quelques jours qui s'appelle Ce ne sera plus toi la victime. Exactement, c'est bien résumé. Tu étais un psychologue qu'on pourrait dire classique qui devait faire des consultations chez lui. Et avant qu'on parle de victime et de comment sortir de ce statut, comment ne plus jamais être la victime, qu'est-ce qui t'a poussé à allumer ta caméra sur ta chaîne? Je mettrai le lien en dessous. Tu fais des dessins à chaque fois, il y a aussi un côté artistique à ça. Qu'est-ce qui t'a emmené à ça, à vulgariser la psychologie sur YouTube? Moi, c'était ce qui m'a amené sur Internet, c'est la nullité totale des informations en psychologie qu'on trouvait sur Internet. C'est moins pire maintenant, mais le problème, c'est que maintenant, il y en a beaucoup, donc il faut faire le tri. Mais au moins, il y a quelques informations fiables. Mais en fait, du coup, moi, j'étais plutôt orienté recherche, et après, je me suis réorienté sur psychologie clinique, c'est-à-dire s'occuper des patients. Et dans ma formation, j'ai été étonné de voir que déjà, moi, dans ma formation, j'avais eu que des théories de merde, des trucs vieux de 50 ans. Je me dis, ah putain, il y a des trucs simples à expliquer, pratiques aux gens et scientifiques. Donc je me suis dit, c'est con que les gens ils les aient pas ces informations. Donc je me suis dit, je vais balancer ces informations. Et c'était la mode des vulgarisateurs scientifiques sur Internet. Donc en fait, la voie était déjà tracée par plein de gens qui l'avaient fait en biologie, en médecine. Donc j'ai juste suivi. Bon, après, il y a mon style un peu à l'arrache. Il y a toutes mes erreurs de langage qui sont laissées au montage. Il y a mes dessins pourris. Mais ça permet d'être très pédagogique et aussi de parler de sujets graves en détendant un peu l'atmosphère grâce à mes dessins de CP et mon écriture de CP. Tu donnes l'impression à la fois d'être psychologue, d'être à la fois dans ce monde, je dirais même en plein centre, et à la fois, tu donnes aussi l'impression d'être à l'extérieur. Est-ce que tu m'as dit que tu étais un vulgarisateur, est-ce que tu es un empêcheur de tourner en rond, est-ce que tu es un psy traditionnel? Qu'est-ce que tu reproches à ta propre profession aujourd'hui? Je suis jamais trop dans les groupes. Je suis toujours pas dans la norme, mais pas hors norme. Bref, au milieu de la norme et de l'hors norme. Ce qui me permet, par exemple, d'être un psy normal, mais en même temps d'être un psy qui pense pas comme les autres psys. Ce qui est pratique, c'est que ça me permet de voir tout ce que la psy peut faire de bien, mais aussi tous les défauts de la psy. Par exemple, les psys, de manière générale, sont les gens qui sont les plus stigmatisants avec les patients. Parce que comme ils ont des théories sur ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, et qu'en plus ils ont leur formation et statut social qui leur permet de dire oui, c'est ma théorie qui est la bonne et j'ai raison, du coup ils vont imposer des grilles de lecture aux patients, genre oui, mais toi tu es comme ça, tu es censé être comme ça. Donc en fait, ils sont censés comprendre les gens, mais il y a beaucoup de biais où en fait on met les gens dans des cases et en fait on leur dit quoi faire, même avec autorité, alors qu'en fait on est complètement à côté de la plaque. Il y a une étude par exemple qui a montré que sur la mémoire, les psychologues experts judiciaires s'y connaissaient moins bien que des gens qu'on interviewe dans la rue, tellement ils croient des conneries. Donc, moi, ma chaîne, elle était là pour faire le tri entre les théories psychologiques de merde qui ont 100 ans de retard et les théories les plus récentes, pas forcément la vérité, mais c'est la science, ça évolue, mais au moins les théories les plus fréquentes, enfin les plus récentes, parce qu'en fait, il y a plein de psys très mal formés et qui croient de la merde, et ça fout la merde. Ça, c'est un des problèmes, et après, il y a plein d'autres problèmes, comme par exemple la violence des psys, et surtout, ça c'est l'intérêt des livres, c'est que des livres que j'ai écrits, c'est que les psys, en fait, ils sont très individualisants, c'est-à-dire qu'en gros, le problème, c'est la personne en face d'elle-même. Donc, on a des gens qui sont écrasés par tout un monde, et donc il y a les psys, ils vont être très contents de dire « Oh, mais viens, je vais te soigner », sauf qu'en fait, le problème, c'est que tu soignes une personne, mais tu as un gros bateau qui coule. C'est un peu comme si quelqu'un, il y a le Titanic qui fonce dans l'iceberg, et il y a quelqu'un qui est tout content en disant « Oh, regarde, moi, t'es en train de couler, mais c'est pas grave, je vais te faire une petite séance, ça va aller mieux, on va aller danser, ça ira bien. » Alors que moi, je dis que le problème, mais il y a le Titanic qui coule, là. Faut arrêter d'être un psy tranquillement dans son coin, il faut essayer de gérer les gens dans l'ensemble de la société. Bien sûr, et puis on parle beaucoup de psychologie systémique aujourd'hui, on analyse tout l'environnement avant de prendre ça en raison comme un espèce de serpent qui t'avalerait, qui te prendrait juste pour lui dans son cabinet de consultation et qui te fait venir pendant... Moi, c'est ce que j'ai vécu, hein, j'ai vécu 7 ans ou 12 ans de cabinet psychologique à revenir chaque semaine, qui m'ont pas fait beaucoup avancer à l'époque. Il y a du bien aussi, hein, mais Ah oui, lentement, clairement, disons, moi je veux dire, il y lentement. a du bien, il y a des choses qui marchent très bien, il y a des psys très bien. Par contre, je pense qu'un petit guide de survie sur comment savoir si le psy va nous apporter quelque chose, un jour, il faudra que je le fasse. Je procrastine, mais il faudra le C'est- faire. Et Je vote pour que ce soit ton prochain livre. ouais, ça serait pas con, ouais. Et là, ils ont fait Cause nationale 2025 santé mentale. C'est vrai. C'est un peu du foutage de gueule ce qu'ils C'est ce proposent que tout le monde dit. comparé.
et comparé à ce que les gens proposent. Mais d'ailleurs, ils n'écoutent même pas les professionnels, parce qu'en fait, il y a plein de professionnels qui ont des idées et qui savent à peu près quoi faire, ou au moins des directions à tester, mais en fait, ils s'en foutent, ils font leur truc dans leur coin. Enfin, c'est surtout du marketing. Aujourd'hui, on est dans une société, avant qu'on parle de ton livre, qui parle de plus en plus de psychologie. Je vois même dans des séries Netflix de jeunes qui vont parler de pervers narcissique, TDAH, hypersensibilité, profil évitant, etc. Est-ce que ça te réjouit? Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce qu'on n'est pas dans une société qui est trop psychologue? J'ai même vu dans un Reels hier une fille qui disait l'un des red flags, c'est lorsque ton mec utilise des termes trop psychologiques, c'est qu'il faut pas y aller. Ça te réjouit ou pas qu'on soit cette société qui devienne très, peut-être même trop psychologue? Il y a quelque chose que la plupart des gens ont compris intuitivement, c'est que par exemple, quand quelqu'un il a des problèmes de merde dans sa vie, la plupart des gens ils vont pas aller voir un psy, hein. Ils vont juste régler les problèmes. Ils ont des problèmes au boulot, ils commencent à déprimer, ils vont pas aller voir un psy, ils vont régler le problème directement. Ils vont plus perdre du temps à aller voir le psy que régler le problème directement. Donc moi je serais pour une idée de régler le problème directement des gens, et après on voit s'il y a besoin de psy. Donc pour moi, d'abord il faudrait régler certains problèmes et parler certains problèmes au niveau sociétal qui peuvent jouer avant de parler des psys, quoi. En gros, moi, dans un monde idéal, j'arriverai en dernier recours quand vraiment quelqu'un il a une vie géniale, mais qu'il n'arrive pas à s'en sortir quand même. Évidemment, il y a des cas comme certaines maladies comme bipolarité, schizophrénie, où ça se déclenche indépendamment de l'environnement. Et du coup, là, il y a besoin quand même d'une voie médicale. Mais moi, la plupart des patients, en fait, ils n'auraient jamais dû être mes patients. S'ils n'avaient pas eu les merdes qu'ils ont eues dans leur vie, si on avait pu empêcher les merdes, ils ne seraient pas patients. Dans ton nouveau livre, qui s'appelle Ce ne sera plus toi la victime, Ouais. c'est une promesse qui est forte. Et pour rappel, ton livre d'avant s'appelait Ce n'est pas toi le problème, ce qui rejoint donc ce que Oui. tu es en train de dire aujourd'hui. Dans mes vidéos, moi je dis souvent l'inverse, c'est-à-dire commence par régler ta façon de voir, ta façon de changer, et une fois que tu t'es changé à l'intérieur, ça va changer par miroir à l'extérieur. Toi, ce que tu prônes, c'est l'inverse, c'est commence par changer l'extérieur, c'est ça, et ça risque de changer l'intérieur. Alors, ça dépend parce qu'il y a toujours des biais. Bon, je fais toujours des réponses compliquées. Mais en gros, moi, il faut voir à qui je m'adresse. Je m'adresse à des gens qui vont quand même acheter des livres, qui sont intéressés par la psychologie, intéressés par la santé mentale, qui vont chercher à modifier quelque chose en eux. Donc, en fait, il est plus productif de mon côté de leur dire non, mais attends, vois qu'il n'y a pas que toi à changer, il y a tout ton environnement à changer, il y a d'autres choses à faire, que de leur dire concentre-toi que sur toi. Voilà. Parce que ça c'est potentiellement maltraitant. Parce que du coup, si je me fais concentrer la personne sur ce qu'elle ressent, elle, si elle est écrasée au boulot, elle sera toujours écrasée au boulot. Et donc, du coup, je fais du boulot de merde. Je n'aurai pas du tout le même discours. Et d'ailleurs, avec mes patients narcissiques et mes patients violents ou contrôlants avec leurs femmes, j'ai pas du tout le même discours de le problème, c'est les autres. Parce que si je dois m'adresser à des gens qui sont vraiment des gros connards, des gens vraiment qui pourraient aller en prison et tout, évidemment que la première des choses, ça va pas être dire oui, je vous confirme, c'est les autres le problème, vous avez raison. Je suis pas du tout dans ce discours-là. Donc en fait, il faut voir à qui on s'adresse. Et je pense qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de question de qui est responsable ou pas. Il y a des facteurs internes, il y a des facteurs externes. Le mieux, c'est de tout prendre en compte. Et d'ailleurs, dans mon livre justement où j'explique, mon premier livre c'était Ce n'est pas toi le problème. J'explique en gros la société occidentale, comment elle est organisée, comment elle vient te rendre plus gros, baisser ton estime de toi, plus dépressif, plus anxieux. Mais je ne me contente pas de dire « Oh, la société, elle est méchante ». Dans le livre, il y a autant des solutions collectives que des solutions individuelles. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on ne va pas attendre que les gens se réorganisent autour de nous pour ne pas souffrir. Oui. Et justement, le deuxième livre, ce sera plutôt la victime, il vient dans cette logique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le monde, il va t'écraser, tu ne peux pas juste fermer ta gueule, il faut trouver un moyen de te défendre. Donc en fait, le deuxième livre, c'est vrai qu'on parle des problèmes que les gens peuvent nous apporter, mais en fait, au bout d'un moment, la solution, c'est que il faut prendre une arme, quoi. Il faut apprendre à se défendre. Bon, après, je parle de ça, mais dans le livre, ce ne sera pas toi une victime. J'explique le profil des agresseurs, et notamment sur Internet, il y a quand même des bonnes parties pour dire qu'il faut qu'on arrête d'être des connards. Et donc, j'explique les agresseurs pour que les gens ils comprennent qu'eux aussi peuvent devenir un agresseur rapidement, qu'au boulot, on peut le devenir, et que par exemple, bizarrement, si au boulot, je sais pas, toi, tu te mets à crier sur quelqu'un, il y a un problème quelque part. C'est évident. Mais ce problème, il peut venir de toi, ta gestion émotionnelle, mais il peut venir aussi de ton environnement, du fait que tu aies peut-être un boulot précaire, le fait qu'en fait, tu as un boulot où il n'y a pas de cadre.
Et ça, c'est important. Donc évidemment qu'il y a des gens qui peuvent se friter, mais la structure dans laquelle ils vivent et le cadre dans lequel ils vivent vont en fait faire s'ils sont plus ou moins agressifs. Et donc ça, faut le comprendre parce que on peut devenir agressif, tous. Moi, je suis agressif de temps en temps, je sais quand je deviens agressif et je sais quels cadres peuvent me rendre agressif. Et du coup, bah, soit je fuis certains cadres, soit effectivement, bah, je sais que mes défauts ressortent pas sur les gens. Et c'est pour ça que dans le livre, bah, j'essaie de faire en sorte que les agresseurs se calment, mais aussi que les victimes apprennent à se défendre. C'est ce que j'allais te dire. Prenons un exemple très, très concret, comme ça on passe de la théorie Allez, à du réel, à du vrai réel. ne me dis pas que tu frappes ta pense femme, que... sinon j'appelle les flics. Ok. Je, je, je pense que j'ai été dans des relations toxiques pendant une bonne partie de ma vie. Je pense Oui. même, je dirais, la majeure partie de ma vie. Clairement, les personnes en face de moi n'étaient pas des bonnes personnes. Les femmes que j'ai rencontrées n'avaient pas que du bon. Elles avaient une partie qui était un peu tordue. Mais je dirais aussi que que je les ai choisies. Je dirais même plus que ça, c'est qu'au lieu de partir, je suis resté dedans. Donc je comprends ce que tu dis en disant on est dans une société qui te fait mal manger, qui t'oppresse, où les gens sont de plus en plus tordus, ce qui est une chose. Mais moi, dans mes convictions profondes, l'impulsion, elle vient de moi en fait. C'est-à-dire que si moi j'ai l'impulsion, je vais pouvoir changer de boulot, je vais pouvoir sortir d'une relation toxique, je vais pouvoir sortir d'amitié toxique, d'une famille toxique, etc. Mais j'ai cette intime certitude que oui, même dans un monde déglingué, l'impulsion vient de moi. Et je dirais même plus loin que ça, je dirais que il y a 100 ans de ça, c'était bien pire. Enfin, il y a 100 ans de ça, on était en guerre mondiale. Hein. Pas là précisément, mais tu Oui, vois ce que je veux dire. de toute façon, C'est-à-dire que il il y a 200 ans de ça, il y a il y un a 200 ans de certain- ça, enfin, quelqu'un mourait dans la rue, tu laissais le corps et on l'enterrait 3 semaines après quand on avait le temps. Enfin, on est quand même dans un monde qui est, oui, certes. La bouffe est trop grasse, trop sucrée, trop salée. Les gens, il y a une forme de narcissisme ambiant et un gouvernement qui est un peu oppressant. Mais on est quand même dans la meilleure période de l'univers. Tu vois ce que je veux dire? C'est même non parfait. Et c'est là que nos deux théories s'affrontent. Et j'arrive pas à voir comment ça peut cohabiter. Moi, je suis intimement persuadé que l'étincelle de décision, elle vient de nous, même dans un monde déglingué. C'est moi qui aurais dû partir à l'époque. Alors, c'est peut-être elle aussi, Else, qui aurait dû ne pas être maltraitante. Mais c'est moi qui aurais dû mettre un stop. Mon disjoncteur aurait dû dire allez, là, ça saute, je vais ailleurs. Alors que tes livres sont quand même. Ils expliquent que c'est pas de ta faute. Enfin, en tout cas, dans le titre. Parce que le Ah, contenu est un peu différent. Mais dans le oui. titre, c'est pas de ta faute, c'est les autres, etc. Et t'as pas eu de chance, tu vois. Bah, moi, je suis dans un. De toute façon, alors je viens un peu de la recherche, donc la question de responsabilité de faute, on s'en fout un peu. La question, c'est de facteurs. C'est un peu froid, mais c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne est elle-même à un moment donné. Voilà. Et par exemple, tu prends l'impulsion, donc oui, effectivement, une fois que l'impulsion, on pourrait dire il y a une responsabilité en fait personnelle, et je peux comprendre. Mais par contre, la question que je te pose, c'est qu'est-ce qui fait que l'impulsion apparaît? Pourquoi une personne tout d'un coup va avoir un déclic et se dire putain, faut que je me barre, il faut que je change moi, par exemple en arrêtant de vouloir sauver des gens qui me font du mal, ou alors en arrêtant d'être dépendant affectif. Pourquoi il y a des gens, cette étincelle, elle va arriver dès le début de la relation, mais pourquoi d'autres, elle va arriver après? Et du coup, c'est là quand tu cherches à comprendre qu'est-ce qui crée cette impulsion, ben, il y a des choses internes, par exemple notre personnalité, notre histoire personnelle, mais il y a des choses externes. Un truc tout con, c'est que c'est ce que disent la plupart des gens, moi qui ont été harcelés au boulot, qui ont eu des relations de merde, c'est que si tu savais les signes d'une relation de merde avant de te mettre en relation, eh ben en fait bizarrement le déclic il arrive des dizaines d'années en fait avant. Donc, et c'est pour ça qu'on propose par exemple des éducations à la violence et c'est tout le but du mon livre, c'est que les gens sachent, attends là il y a un truc qui déconne, pour provoquer des déclics plus rapidement. Donc moi j'ai une responsabilité en tant qu'auteur dans le fait que les gens comme toi auront un déclic plus rapidement. Et ça, c'est justement l'idée que je développe, c'est que les gens, quand ils ont le déclic, quand ils veulent changer, on leur donne des armes, mais il faut aussi réfléchir aux armes qui font que les gens, ils n'auront pas le déclic, et à qu'est-ce qu'on doit faire avant pour qu'ils apprennent à avoir ce déclic. Et ça, c'est pour tous les problèmes. Parce que quand on prend par exemple le poids, il y a plein de gens qui disent oui, mais ils veulent pas, ils sont faibles, les gens qui en fait sont obèses. Sauf qu'en fait, c'est les obèses qui veulent le plus maigrir et qui ont mis plus en choses en place pour maigrir. Donc, le déclic, moi, tous les obèses que j'ai suivis, les déclics, ils en ont eu 150. Sauf qu'en fait, ça n'a pas réglé le problème. Parce qu'il y a un problème en amont, et parce qu'en fait, c'est plutôt l'organisation de leur vie qui pose problème. Et d'ailleurs,
Par exemple, sur l'obésité, il y en a plein qui disent, bah, d'abord, on va régler les problèmes psy, on va régler les problèmes de Famille, précarité, travail. on va régler la façon de manger, on va s'isoler des façons de manger qui ne fonctionnent pas. Et donc, il y a tout ça à bouger avant. Et donc là, c'est pareil. Par exemple, toi, tu veux partir, tu as une relation violente, ok, tu as un déclic, tu vas chercher des infos et c'est très bien. Mais moi, tout le monde le dit, le déclic, ils ont mis des années à l'avoir. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans les relations violentes, les emmerdes, elles commencent, au plus tôt, elles commencent dès le premier rendez-vous. Au plus tard, déjà quelques mois, Quelques mois après, c'est ce que j'allais dire. après, on sait déjà qu'il y a des signes, par exemple, de ce qu'on appelle le contrôle coercitif, c'est-à-dire à quel point quelqu'un essaie de nous contrôler notre comportement. Et ça, il y a plein de gens qui pensent que c'est normal et qui ne le voient pas. Et du coup, mon livre, effectivement, ça le décrit pour que les gens ils puissent le balancer à leurs proches ou les aider, parce qu'en fait, ce déclic, il met du temps. Donc, pour moi, j'oppose, vu que je suis dans un truc, je m'en fous de savoir qui est responsable ou pas, c'est comment on s'en sort. Ben oui, des fois, nous, on a des leviers sur nous-mêmes qu'on peut bouger, mais des fois, on n'en a pas, et du coup, ben, on pourrait protéger les gens en organisant mieux l'environnement pour que ça se passe mieux. On l'a vu, par exemple, dans Tout le à fait d'accord avec harcèlement. C'est au collège, moins les profs sont autoritaires et moins l'environnement est autoritaire, moins les gens ils se harcèlent. Donc évidemment, on pourrait dire oui, c'est la faute des victimes. Et puis, oui, c'est vrai, moi, il y a des gens, je les reçois, ils sont harcelés. On sait très bien qu'ils ne savent pas se défendre. Et on sait très bien que je leur apprends à se défendre. Mais par contre, on pourrait aussi bosser pour limiter les agressions et les agresseurs. Et c'est pour ça qu'en gros, il y a 3 volets. Quand on bosse en criminologie, il y a 3 volets pour limiter les agressions. Que la victime apprenne à se défendre. C'est que les agresseurs, on essaie d'empêcher qu'ils agressent. Et c'est qu'il y ait des personnes tierces qui peuvent arrêter l'agresseur. Super intéressant. Donc on répartit en fait toute la chaîne Oui, de manière systémique autour de l'agression en réglant plusieurs choses. voilà. Parce que moi, au lieu d'avoir un truc bizarre, c'est la société, c'est les méchants agresseurs, c'est les victimes, je préfère avoir un truc là, c'est ok, pourcentage d'agression, c'est 50%. En faisant ça, on peut le baisser de 5%. En faisant ça, on peut le baisser de 30%. Et quand on voit les études, en fait, il faut jouer sur tous les tableaux. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit récapitulatif à la fin de chaque partie dans mon livre, pour voir qu'en fait, tous les tableaux, on peut trouver une solution, on peut trouver quelque chose à faire. Et, Super intéressant. Et ben d'ailleurs, c'est pour ça qu'on commence, justement, c'est ce que je parlais tout à l'heure, ils commencent à organiser des groupes ou alors des structures où tout le monde peut participer s'il veut pour avoir un petit effet sur la société. Tu parles d'harcèlement, d'emprise, de violence, d'incivilité, de contrôle coercitif, de manipulation. Est-ce que c'est quand même beaucoup de mots différents pour beaucoup de types d'agressions différentes? Est-ce que tous ces agresseurs ou toutes ces agressions, est-ce qu'elles ont une partie commune? Oui, moi j'aime bien. Alors bon, c'est vrai que c'est difficile de définir ce que c'est une agression, donc je vais pas philosopher dessus, mais je prends celle moi qui me convient. En fait, je prends celle quand on parle d'affirmation de soi, de passivité et d'agressivité. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait 4 attitudes par rapport aux autres. La première, c'est l'agressif, où en fait, on va prendre quelque chose à l'autre, où il y a une relation unilatérale. C'est-à-dire qu'on impose à l'autre un choix, on impose quelque chose à l'autre, et on va lui prendre quelque chose. Et comme ça, toutes les agressions, ce qu'on peut lui prendre, c'est une partie de sa santé mentale en lui gueulant dessus pour nous gagner un soulagement. Ce qu'on peut lui prendre, c'est son consentement pour notre plaisir sexuel. Bref, en gros, c'est qu'on va imposer à l'autre qui on est, ce qu'on veut, sans le prendre en compte. Ensuite, on a la passivité, qui est plus du côté des victimes, c'est-à-dire qu'on se laisse prendre les choses sans réagir. On a l'affirmation de soi ou l'assertivité, c'est là où on essaie d'avoir une relation équilibrée, et c'est plutôt ce que je prône moi, parce que mon livre, il n'est pas fait pour créer des agresseurs. Mon livre, il est fait pour que les victimes puissent équilibrer la relation. Et parce qu'en fait, beaucoup de victimes ne savent pas équilibrer la relation et mettre en place des barrières et la défense suffisante pour que l'agresseur qui veut nous prendre, on lui empêche de nous prendre. Et après, il y a une 4e attitude, c'est la manipulation, c'est qu'on se fait passer pour passif, mais qu'on est agressif. Par exemple, c'est le chef gentil, au boulot c'est bien ce que tu fais et tout, tiens je vais te donner ce poste, et en fait ce poste est le poste de merde que personne veut, donc il nous balance des fleurs en disant c'est trop bien ce que tu fais, vas-y prends ce poste, alors qu'en fait on sait qu'on va se faire défoncer à ce poste. Donc ça c'est la manipulation, et je donne quelques techniques de manipulation dans mon livre, parce que c'est très important, parce que quelqu'un Est-ce qui que veut tu peux en dévoiler une aujourd'hui? Sachant que le lien vers le livre est en dessous.
Ouais. Alors ok, Ah bah, on dit rien, on dit rien. On peut aussi ne rien dire non, alors et une d'aller très tout peu connue. découvrir dans Moi, ce je livre. pense qu'il y en a une très peu connue et qui va avec les gens qui ont un peu le syndrome du sauveur et on en parle peu. Donc à la limite, je vais parler d'une des moins connues. C'est en fait les techniques qu'on appelle de debasement. Je sais pas le nom français. Le nom français ce serait plutôt rabaissement. C'est-à-dire qu'en fait, on peut obtenir quelque chose de l'autre en feignant la soumission. En gros, chez les gamins, ça donne oui, mais j'arrive pas, je suis nul, tu peux le faire à ma place, papa, et tout. Donc c'est la technique de base, mais chez en fait les adultes, ça peut donner des trucs qui vont essayer de titiller la fibre sauveur de notre victime. Par exemple, en disant mais t'es la seule à m'aider, les autres ils y arrivent pas, sans toi je serais rien, et moi je suis nul. Et le but c'est d'attendrir l'autre pour pouvoir en fait pour apaiser sa colère ou alors pour apaiser un reproche. Par exemple, genre on dit à notre conjoint bah écoute là je trouve que t'as mal fait, t'aurais pas dû répondre comme ça. Donc la technique narcissique de base c'est de dire ta gueule ou alors de faire fermer. Mais il y a une technique plus subtile justement narcissique, c'est celle de debasement où la personne va dire oui c'est vrai et je suis nul et j'arrive à rien et se flageller pour que l'autre au lieu de nous faire un reproche il se vienne à nous rassurer. Et donc, nous qui subissons la technique, ben, y a plein de gens, ils vont dire mais non, dis pas ça, c'est bien quand même, t'as essayé et tout. Et du coup, on passe de je reproche quelque chose à quelqu'un et on pourrait avoir une discussion constructive sur quoi changer, à quelqu'un qui se flagelle et on essaie de rassurer quelqu'un qui a fait une connerie en fait. Alors, et du Oui. coup, qu'est-ce qu'on fait? On parle pas de la connerie et de comment changer. Et du coup, la personne, elle peut s'en tirer tranquillement en continuant de faire sa connerie en boucle sans problème. Donc ça, voilà, c'est une technique de manipulation dont on parle très peu, donc je me suis dit, bon, voilà, personne ne la connaît, j'ai jamais vu des gens en parler sur Internet, donc C'est bah, très bon. allons-y. Ouais. Et du coup, bah, justement, parce qu'on voit souvent dans la partie de violence conjugale, il y a quelques profils quand même de gens qui restent avec les gens, comme ça, et on parle souvent du syndrome du sauveur, c'est-à-dire qu'on veut être là pour aider la personne, et en fait, bah, ça nous fait du mal, parce que la personne, elle nous fait pas du bien. Et justement, ça fait une question où en fait on est trop passif, c'est-à-dire qu'on se fait prendre des bouts de santé mentale et de notre vie pour l'autre, qui lui en prend finalement et en profite sans problème. J'ai vu un podcast qui était très bon sur ça, sur ces gens qui ont une fragilité d'enfance. Par exemple, cette petite fille qui manquait de confiance en elle quand elle avait 6 ans, 10 ans. Et lorsqu'elle va devenir adulte, elle va devenir une chef très autoritaire. Et elle a pensé à ce moment-là, en devenant chef autoritaire, qu'elle n'avait plus cette fragilité. Alors qu'en réalité, la fragilité, elle l'a toujours. Elle le cache juste derrière une forme d'autorité, derrière un masque qu'elle a inventé pour ça. Et quand elle rentre le soir, elle manque toujours de confiance en elle. Et ma question un peu longue, c'est est-ce qu'on peut sortir du rôle de victime sans tomber dans une posture qui serait inverse, mais qui serait finalement que un masque? Comme je contrôle tout, plus jamais personne ne me fera du mal, c'est éventuellement moi qui vais devenir tyrannique, les gens ne me feront plus jamais ça, mais t'as pas corrigé, t'as juste créé un masque inverse. Oui, bah en fait en psychologie, alors c'est difficile à comprendre parce que la plupart des gens ils croient qu'un événement fait un effet. Genre, je me suis fait, souvent les vidéos sur internet c'est les marqueurs de l'abandon. Donc je me suis fait abandonner, donc j'aurai ces blessures et tout. Alors qu'en fait dans la vie de tous les jours, en fait une réaction, enfin une cause peut avoir 10 000 effets différents en psychologie. Et du coup, pour comprendre, on essaie de comprendre, on sépare les sensibilités des gens au mode de réaction. Donc là, ce que tu as dit, c'est que la personne a une sensibilité, par exemple, je ne sais pas, au rejet, ou alors à l'agression, ou alors à la passivité. Donc c'est sa sensibilité. Et elle peut avoir un mode de réaction soumis, elle peut avoir un mode de réaction autoritaire, un mode de réaction agressif, un mode de réaction affirmé. Et donc, du coup, il faut faire attention des fois que le problème, c'est pas notre sensibilité. Notre sensibilité, c'est pas le souci, mais c'est la façon dont on réagit à notre sensibilité. Et là, par exemple, le fait de devenir agressif quand on a une sensibilité forte à une blessure, bah, c'est fréquent, mais c'est pas que ça. Moi, j'insiste beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le syndrome du sauveur et qui se disent oui, mais du coup, s'il est agressif, il y a une fragilité, il y a quelque chose. Et déjà, plusieurs choses à rappeler. Un, c'est pas parce qu'on a une fragilité ou qu'on a une blessure qu'en fait, on a le droit d'être agressif. Donc, si on aime prendre soin des gens, autant aller prendre soin des gens qui ne nous agressent pas. Ça, on aura moins de temps perdu. Il y a la sensibilité et mode de réaction. Et moi, évidemment, dans le livre, j'encourage des modes de réaction qui sont fonctionnels pour la personne et la société dans son ensemble.
Donc si le mode de réaction, par exemple, aux agressions sexuelles, c'est d'aller agresser d'autres personnes, voilà, c'est pas un mode de réaction que j'ai vu. Par contre, je suis obligé de dire, c'est un mode de réaction fonctionnel pour plein de gens. Il y a des gens qui ont une vie bien en étant antisociaux et qui se sont construits autour de leur antisocialité. Moi, le but, c'est d'essayer de les rendre moins antisociaux, mais des fois, il y a des modes de réaction agressifs qui marchent bien, et justement, il y a des milieux dans lesquels le mode de réaction agressif permet aux gens de survivre. Donc, en gros, moi, quelle que soit la sensibilité des gens, je m'en fous. L'important, c'est comment ils peuvent réagir et gérer leur sensibilité pour pas se foutre dans la merde. Et donc, l'exemple que tu prends, bah, je pense qu'elle va se foutre dans la merde, parce que le fait d'être agressif Bien évidemment. du travail va attirer de l'agressivité. Et donc, il y aura Bien soit sûr. une escalade, soit il y a quelqu'un qui va péter, elle à un moment donné, ou alors la personne en face. Et le masque finalement l'emmène à la même situation qu'initialement. Ça va même le renforcer en fait, Oui, renforcer l'une le des manque de confiance en caractéristiques elle. de ce qu'on appelle les troubles de la personnalité, c'est-à-dire quand notre personnalité, on a du mal à la gérer, c'est les cercles vicieux qui vont venir créer le problème qu'on essaie d'éviter. Comme par exemple, j'ai peur d'être rejeté, mais du coup, je ne voudrais pas voir les gens, ou je suis trop timide et j'ose pas dire ce que je fais, et du coup, je tombe que sur des connards qui me rejettent. Comme ça va être la personne qui veut faire le caïd parce qu'il pense que du coup il sera le chef, sauf que dans les études on a remarqué que quand on fait le caïd, ben, on s'attire les inimitiés des gens et donc on attire les emmerdes. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Et quand on n'arrive pas à prendre du recul sur soi et à changer notre mode de fonctionnement et qu'on se fout dans la merde comme ça peut rentrer dans ce qu'on appelle les troubles de la personnalité. Je tombe sur des podcasts, des vidéos, des livres qui prônent la gentillesse absolue, quasiment religieuse. Moi qui suis à la base catholique, quasiment catholique, on te met une baffe sur une joue, tends l'autre joue, etc. Ouais. Fais-toi fouetter par des orties, mets-toi sur une croix, accepte, aime ton prochain. D'autres podcasts, d'autres livres, d'autres études vont prôner de ne pas être gentil dans une société qui ne l'est pas non plus. C'est quoi ton truc? Est-ce qu'on peut être non violent, ni non plus naïf? Oui, je pense qu'il y a une attitude. Après, honnêtement, je vais pas faire de généralité sur chaque situation, parce qu'en fait, chaque situation est différente. Par exemple, dans le livre, je sépare entre le monde du boulot, les relations familiales, les relations conjugales, parce qu'en fait, il n'y a pas les mêmes caractéristiques. On se défend pas pareil au boulot, sur Internet et dans sa famille. Par contre, en termes d'attitude générale, ce n'est pas un conseil psy, ce n'est pas un conseil scientifique, mais j'ai bien aimé ton truc de tendre l'autre joue. Moi, je suis pas pour effectivement devenir plus agressif et aller frapper les gens parce qu'ils risqueraient de nous gifler, parce qu'en fait, en plus, on risque de s'attirer pire que des gifles. Par contre, moi, ça me dérange pas de tendre l'autre joue, sauf que on est prêt à esquiver quand l'autre il va faire la gifle, ou alors on se met des grosses piques comme ça. Si le mec il veut nous foutre une gifle, c'est lui qui se fait mal. Bref, c'est de mettre en place un système de défense où on va pas agresser les gens. Par contre, si la personne nous agresse, elle va apprendre bien pire en retour. Sauf que au lieu de sortir du côté vraiment très caïd, street à la con, ou ce que font les jeunes ados de merde, enfin, pas jeunes ados de merde, ils ont juste pas les compétences sociales. De genre dire, oh moi je suis pas du genre à me faire menacer, c'est moi le boss, c'est moi le chef et tout. C'est qu'en fait il y a plein de façons de se défendre, et se défendre c'est pas être le plus fort, c'est être le plus intelligent souvent. C'est de connaître la bonne loi, c'est de savoir couper les relations au bon moment, c'est d'avoir le plus de répartie au bon moment, c'est le fait d'avoir le plus de connaissances des autres en face pour pouvoir en fait naviguer à travers leur manipulation. Moi je vois un peu comme le règne animal. Il y a les animaux, ils ont plein de stratégies pour survivre et se défendre. La stratégie d'un lion, c'est pas la même qu'un caméléon. Et nous, l'être humain, on a l'intelligence de pouvoir avoir des milliards de stratégies. Donc pour moi, le but, c'est d'augmenter l'intelligence d'une personne en connaissant les agresseurs et en se connaissant elle, pour qu'elle trouve la stratégie la plus adaptée à elle. Et honnêtement, moi, mes patients, ils sont tous différents, ils ont tous pas les mêmes stratégies. Il y a par exemple, face à une violence, ils escaladent encore plus, mais ils escaladent avec la loi. Donc il y a une violence, donc ils escaladent encore plus haut dans la loi, et ça finit en combat contre l'État, ou dans des trucs très hauts. Il y en a, ils préfèrent dire, moi, le mieux, c'est de fuir, de mettre en arrêt maladie, de trouver un autre boulot.
Et les deux peuvent aller bien au final, mais ils n'ont pas là du tout la Mm. même stratégie. Moi, je suis arrivé dans un monde où j'ai plus aucune violence. Je suis devenu très zen. Oui, Je ne fréquente plus déjà tout ce qui va pas dans mon... Déjà, c'est pas que je fais l'autruche, mais je ne vais plus dans tout ce qui ressemble à peu près à la violence. Si jamais j'ai un client même qui est, je sais pas, un peu véhément, je sais pas oui. satisfait, un peu dans la friction dès les premières minutes, je le rembourse, je le prends plus. Dans mes amis, j'ai plus que des gens très cool. Ça va avec une forme d'isolement aussi au passage, mais j'ai une vie qui est très zen. Quelqu'un veut venir aujourd'hui m'agresser et veut me prendre tout ce que j'ai, mais je lui donne tout. Enfin, je ne dis pas de le faire, hein, mais Non, mais et alors, vas-y, par contre, prends tout. J'ai pas besoin de ça. je le dis de faire sur un truc, hein. Si quelqu'un vous agresse avec un couteau ou une arme et demande le portefeuille, donnez le portefeuille. Évidemment. Voilà. Mais je suis arrivé dans une vie qui a je plus dis- aucune violence dans quasiment. la vie publique, quand une personne peut vous agresser, des fois le mieux c'est ok. Toi, demain président, c'est quoi la première, ta première réforme, ou la première action pour la psychologie française? Moi, ma première réforme, ça serait d'avouer mon incompétence et de dire que je ne suis pas capable et que donc il me faudra à peu près 5 ans pour faire le tri entre les gens qui seront capables et de pouvoir choisir les gens capables pour faire ce Au qu'il y a à gouvernement. faire. Voilà. Ok. Et le truc, c'est que je suis sûr des gens capables, il y en a, mais où est-ce qu'on les trouve? C'est ce que je dis maintenant, il y a plein d'informations. Mais où est-ce qu'on trouve les informations fiables? Parce que moi, les gens les plus fiables que je connais sur certains sujets, c'est pas les plus écoutés, c'est pas les plus connus, mais parce que en fait, l'être humain fonctionne pas aux plus compétents et aux spécialistes, hein. Donc moi, l'idée, ce serait comment le discours des spécialistes, et qui est super bien pour l'humanité, on l'apporte aux gamins de 10 ans qui jouent au foot au City Stade et qui regardent TikTok. C'est ça que je sais pas faire. Et j'ai pas le talent de faire. Il y a des psys qui arrivent un peu mieux. Il y a des psys qui font des trucs rigolos sur les violences toxiques et tout. Il y a des, il y a des trucs pas mal. Et je pense qu'en fait, on pourrait plus développer des trucs comme ça. Je pense que ça servira mieux pour une population que moi. Moi, c'est pas les gens qui regardent mes vidéos, c'est quasiment personne comparé à tous les gens qui souffrent. Je propose pas de solution parce que moi, vu que j'arrête pas de dire que le monde est complexe et que c'est chaud. Donc j'apporte des outils, mais j'apporte pas de solution. C'est vrai qu'une vidéo, les 9 choses à faire pour quitter un conjoint toxique, c'est mieux Hmm. qu'une vidéo qui explique comment ça marche les couples toxiques. C'est bien pour la culture, mais les gens ils préfèrent chercher une solution à leurs problèmes. Mais ce que je dis, moi quand j'ai un problème avec mon jardin, je vais pas voir la théorie du jardinage, hein. Je tape tuto sur internet jardinage. Et voilà, et c'est ça que je sais pas faire. Et dans les livres, par contre, je le fais plus. Et ça, c'est un truc bien de l'éditeur, c'est que je me sentais pas à l'aise à conseiller les gens. L'éditeur m'a dit non, mais de toute façon, c'est ce qui va intéresser les gens dans les livres. Donc en fait, ils m'ont forcé à plus faire. Ok, la théorie, mais vraiment, donne des armes directes aux gens, dis-leur ce qu'il faut faire, dis-leur ce qui peut aider. Et effectivement, ça m'a sorti de ma zone de confort. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a une plus-value dans les livres comparé aux vidéos, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'outils. Oui. Voilà. Dans mes vidéos, c'est beaucoup de la compréhension, de l'intellect et avoir des shifts mentaux pour dire oh putain, c'est ça qui se passe. Et du coup, la vie est plus facile et ça nous aide. Mais vraiment, pour avoir des outils concrets, les livres, c'est là où il y en a le plus. Un immense merci. Je remets le lien juste sous cette Oui, vidéo les livres et sont géniaux. l'URL de ta chaîne aussi pour ceux qui veulent découvrir tout ton univers. Ouais. Avec une forme de dualité très zen et en même temps un peu énervé qui est très sympa. Un grand merci à toi Pierre pour tout ton Ouais. temps aujourd'hui et je recommande chaudement d'aller consulter ton livre. Et celui d'avant aussi au passage. Ouais, et tous. J'en ai fait un sur le bonheur aussi, effectivement, dev perso bonheur. Il y avait une BD sur le bonheur que j'ai faite, ça marche aussi. Ça marche. Salut, bye. Tiens.